Vous êtes les bienvenus au tribunal de première instance du comté de Cuyahoga, où le juge Michael G. Russo préside le procès d'Ariel Castro, un homme de 53 ans jugé responsable de l'enlèvement, de la torture et de l'agression sexuelle de 3 jeunes femmes pendant plus d'une décennie. Il était chauffeur de bus au chômage et a profité de la relation entre les victimes et ses enfants pour les séquestrer. Ariel Castro a été inculpé de 977 chefs d'accusation, notamment d'enlèvement, de viol, d'atteinte sexuelle grave, d'agression criminelle, de mise en danger d'enfants, de meurtre aggravé et de possession d'outils criminels. Au tribunal, l'une des femmes enlevées par Castro a choisi de comparaître en personne, tandis que des membres de sa famille représentaient les 2 autres. 3 mois à peine après son sauvetage, Michelle Knight, aujourd'hui âgée de 31 ans, s'est présentée devant le tribunal, face à l'homme qui l'a gardée en otage pendant 11 ans. Elle a lu sa déclaration. « Ariel Castro, je me souviens de toutes les fois où tu rentrais à la maison en parlant de ceux que les autres avaient fait de mal et en faisant comme si tu ne faisais pas la même chose. Tu as pris 11 ans de ma vie et je les ai récupérés. J'ai passé 11 ans en enfer. Maintenant, ton enfer ne fait que commencer. Je vais surmonter tout ce qui s'est passé, mais toi, tu vas connaître l'enfer pour l'éternité. » Sylvia Colon, la cousine d'une autre victime, Gina de Jesus, a pris la parole en son nom. En s'avançant vers la barre, elle a donné de brèves et chaleureuses accolades à d'autres membres de la famille des victimes. Elle a lu un extrait de sa déclaration. « Aujourd'hui est le dernier jour où nous voulons penser ou parler de cela. Ces événements n'auront pas de place dans nos pensées ou dans nos cœurs. Nous continuerons à vivre et à aimer. Nous nous tenons devant vous et vous promettons que notre membre de famille bien-aimée s'épanouit. Elle rit, elle nage, elle danse et, surtout, elle aime et elle est aimée. Elle finira l'école, ira à l'université, tombera amoureuse, et si elle le souhaite, elle se mariera et aura des enfants. » Elle a également eu quelques mots à dire à la famille d'Ariel Castro, car ils étaient des amis de longue date. À la famille Castro, nous sommes attristés que vous soyez accablés par cette horreur et que vous soyez malheureusement à jamais liés à ces atrocités. Sachez que nous ne vous tenons pas pour responsables et que nous prions pour que vous puissiez un jour retrouver votre intégrité. Ce dernier mot s'adresse à Ariel Castro, à qui elle fait face et s'adresse dans sa langue maternelle. Cependant, Castro est resté incliné dans son siège et n'a montré presque aucune émotion. Ariel, assis entre ses avocats au tribunal, avait l'air étonnamment détendu et avait même un air amusé sur son visage pendant que la procédure se poursuivait. Lorsque le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à dire, il s'est levé et a pris la parole. « Je rentrerai à la maison et je serai normal, comme une famille normale. Ces accusations selon lesquelles je rentrerai à la maison et les battrai, sont totalement fausses, votre honneur, parce que, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas une personne violente. Je sais que ce que j'ai fait est mal, mais je ne suis pas une personne violente. Je les ai simplement gardés là, parce que je ne voulais pas qu'ils partent. » Il a terminé le reste de sa déclaration en larmes, disant au juge que tout lui réussissait et qu'il se demandait encore pourquoi il s'était laissé aller à commettre ces crimes. Le juge Michael G. Russo a prononcé la sentence. Il a commencé par s'adresser à Castro, l'informant que ses affirmations selon lesquelles il n'était pas une personne violente étaient incompatibles avec les charges dont il avait été accusé et pour lesquelles il avait plaidé coupable. J'ai élaboré pour vous une peine qui est proportionnelle à la gravité de votre conduite et à son impact sur les victimes, et qui n'est pas dévalorisante, et qui est cohérente avec les peines prononcées pour des crimes similaires, commis par des délinquants similaires. Alors que la sentence touchait à sa fin, Castro est resté calme et presque inexpressif, ses jambes s'agitant même lorsqu'il était menotté. Il n'y a pas de place dans cette ville, il n'y a pas de place dans ce pays et dans ce monde pour ceux qui réduisent d'autres personnes en esclavage, ceux qui agressent sexuellement d'autres personnes ou ceux qui brutalisent d'autres personnes. Pendant plus de 10 ans, vous vous êtes attaqué à 3 jeunes femmes. Vous les avez soumises à des comportements durs et violents. Vous avez l'impression de les dominer, mais vous vous trompez. Vous ne pouvez pas leur enlever leur dignité. Castro a regardé derrière lui en direction de Michelle Knight, l'une des victimes, et a ensuite été expulsé de la salle d'audience, menottes aux mains et aux jambes. Ariel Castro a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle pour ses crimes. Il a également été condamné à 1000 ans de prison supplémentaire. Le tribunal du comté de Barron est le suivant. Un homme de 21 ans, Jake Patterson, est jugé pour l'enlèvement d'une fillette de 13 ans, James Kloss. Il s'agit de Jake Patterson, qui a frappé le 15 octobre 2018, tuant les parents de James Kloss et Denise Kloss, avant de l'entraîner dans sa camionnette et de partir en trombe. Il a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation d'homicide volontaire, d'enlèvement et de cambriolage à main armée.
La procédure a commencé par les déclarations de 6 membres de la famille, chacun affirmant, au milieu des larmes, à quel point leur vie avait été affectée et changée par ce crime tragique. Le frère de James Closs a pris la parole. Ma femme est descendue en criant « Ton frère est mort, Denise est morte et il ne trouve pas James ». Je ne savais pas comment comprendre une telle chose. Ensuite, j'ai eu la lourde tâche d'aller chez ma mère et de lui dire que son fils et sa belle-fille avaient été assassinés et que Jamie avait disparu. J'ai fait beaucoup de choses difficiles au cours de ma vie. Et juge, c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. James Closs a également lu une déclaration à haute voix par l'intermédiaire de son avocat, Chris Gramstrup. Elle se lit comme suit. Jake Patterson n'aura jamais aucun pouvoir sur moi. J'ai l'impression d'avoir un certain pouvoir sur lui, parce que je peux dire au juge ce que je pense qu'il devrait lui arriver. Il m'a volé mes parents, il m'a volé presque tout ce que j'aimais. Pendant 88 jours, il a essayé de me voler, et il ne s'est pas soucié des personnes qu'il a blessées ou tuées pour y parvenir. Il devrait rester enfermé pour toujours. L'avocat de Jake s'est longuement exprimé en sa faveur, plaidant pour que son cas soit traité avec un certain niveau de considération, puisqu'il a immédiatement plaidé coupable de son crime et a épargné à la victime, aux membres de la famille des victimes, à la communauté et aux représentants des forces de l'ordre un procès long et tortueux. Il a déclaré « Monsieur Patterson n'est pas en train de plaider coupable. Monsieur Patterson ne sortira pas de prison. Il ira en prison pour le reste de sa vie. » En fait, la première fois que j'ai entendu cela, c'était le 13 janvier 2019, de la bouche de Monsieur Patterson. Il nous a dit ce soir-là qu'il était prêt à aller en prison pour le reste de sa vie pour les choses horribles qu'il avait faites. J'aimerais que la Cour imagine qu'au lieu de 2019, nous sommes aujourd'hui le 24 mai 2022 et que nous sommes ici pour prononcer la sentence après un procès de 2 à 3 mois impliquant des accusations non seulement du comté de Barron, mais aussi du comté de Douglas. Cela aurait été un procès très émotionnel qui aurait perpétué le procès auquel cette communauté et les familles étaient déjà confrontées. Jake est resté calme pendant la procédure, tandis que son avocat prenait la parole, affirmant que Jake était honnête, qu'il avait des remords et qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Il a déclaré qu'il était tellement accablé par l'ampleur de ses actes qu'il avait du mal à regarder ses avocats et à expliquer son crime. Lorsqu'il a eu l'occasion de s'exprimer, Jake a dit « Je ferai absolument n'importe quoi pour revenir sur ce que j'ai fait. Je mourrai. Je ferai absolument n'importe quoi pour les ramener. Je ne me soucie pas de moi. Je suis juste désolé. C'est tout. » Le juge a rendu son verdict après avoir écouté toutes les parties concernées. Il a déclaré « J'aimerais que le système judiciaire puisse vous rendre votre intégrité. J'aimerais pouvoir remonter le temps pour m'assurer que James et Denise Closs n'ont jamais été assassinés et que Mademoiselle Closs n'a jamais été kidnappée. Mais ni moi, ni le système ne pouvons le faire pour vous. Au mieux, j'espère que l'audience d'aujourd'hui vous permettra de mettre un terme à cet horrible cauchemar et peut-être de retrouver un sentiment de sécurité. » Le juge a indiqué qu'une déclaration écrite par Jake Patterson lui-même avait joué un rôle essentiel dans la détermination de son verdict. Cette déclaration se lit comme suit. « J'ai commencé à avoir de mauvaises pensées tout au long de ma vie. J'ai commencé à avoir de mauvaises pensées tout le temps. Des fantasmes sur le fait de garder une jeune fille prisonnière, de la torturer et de la contrôler totalement. Au début, je les ai combattus. Je n'avais aucune raison de vivre et faire cela était la seule chose que je voulais, mais j'étais chrétien. J'ai beaucoup roulé pour essayer d'avoir de la chance et de voir une fille seule. Au bout d'un moment, j'ai compris que ça ne marcherait pas. Au bout d'un moment, j'ai compris que ça ne marcherait pas. J'ai réfléchi à la façon dont je pourrais m'en sortir en kidnappant une fille. Mon plus gros problème a toujours été les témoins. » Jake continue de secouer la tête d'avant en arrière, tandis que sa déclaration écrite est lue à haute voix dans la salle d'audience. Il semble qu'il n'arrive pas à croire qu'il l'a écrite lui-même. Non seulement vous étiez un danger pour la famille Closs, vous êtes un danger extrême pour le public en général. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que vous êtes l'un des hommes les plus dangereux à avoir jamais marché sur cette planète. Le juge a ensuite rendu son verdict, condamnant Jake Patterson à 2 peines de prison à perpétuité pour le meurtre de James et Denise Closs, sans possibilité de libération conditionnelle, et à 40 ans supplémentaires pour avoir retenu James Closs en otage pendant 3 mois. Il s'agit de la Cour pénale centrale d'Angleterre et du pays de Galles, également connue sous le nom de Old Bailey. Un ancien officier de la police métropolitaine, Wayne Couzens, est jugé pour l'enlèvement, le viol et le meurtre d'une jeune femme, Sarah Evrard. Wayne Couzens a été accusé de meurtre au premier degré et d'enlèvement de Sarah Evrard après l'avoir arrêtée sous prétexte qu'elle avait enfreint les règles de verrouillage du Covid. C'était une soirée fatidique, le 3 mars 2021. Sarah Evrard portait une veste bleu vif et rentrait chez elle après avoir rendu visite à une amie lorsqu'elle a été arrêtée et accostée par un officier de police. Son nom, Wayne Couzens. Ce dernier n'était pas en service à ce moment-là,
mais il s'est identifié comme un membre des forces de police, a menotté Sarah et l'a emmenée dans sa voiture. Les événements qui ont suivi ce moment ont été extrêmement dévastateurs et ont suscité une douleur et une colère profonde dans le cœur de la famille de Sarah, de ses amis, de la communauté et de l'ensemble de la ville de London. Wayne Couzens a menti à la police lorsqu'il a été arrêté et, à ce jour, il a refusé de faire des commentaires. Nous ne savons toujours pas ce qui l'a poussé à commettre ce crime effroyable contre une inconnue. SUS Crime ont ébranlé toute la ville, car personne ne pouvait comprendre comment un officier de police chargé de protéger des vies et des biens avait décidé de commettre un crime aussi grave et déchirant. Pour ne rien arranger, lorsqu'il a été arrêté, il a tenté de se cacher sous un mensonge et a refusé de s'adresser au public, affirmant qu'il avait été contraint par un gang d'Europe de l'Est de procéder à un enlèvement. Eh bien, je suis dans la merde financière et j'ai été prêté par... je ne sais pas qui c'est. C'était un groupe, un gang, peu importe. Et ils m'ont dit que je devais aller chercher des filles et les leur amener. Ils m'ont ensuite dit qu'ils allaient faire du mal à ma famille, les emmener et les utiliser à leur place. À ce moment-là, je n'avais pas d'autre choix que d'essayer de trouver quelqu'un. Les images de la caméra ont montré que Couzens avait loué la voiture utilisée pour le crime environ une semaine auparavant. Il s'est rendu chez Enterprise Rent-A-Car à Dover, dans le Kent, et a utilisé son vrai nom ainsi que son numéro de téléphone portable. D'autres enregistrements le montrent également en train de lui passer les menottes, et l'on pense qu'il l'a fait pour donner l'impression qu'il s'arrêtait pour un délit. C'est à un moment donné du voyage qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas emmenée dans un commissariat de police, mais plutôt dans un lieu non divulgué. Il s'agissait d'un enlèvement illégal, déguisé en arrestation légale. D'autres images choquantes ont également montré Couzens en train de prendre un café après avoir commis son crime. Il a ensuite acheté du carburant qu'il a utilisé pour mettre le feu au corps de Sarah. Les sacs dans lesquels il a placé le corps brûlé ont également été achetés dans un magasin local. Son comportement détendu et décontracté n'était que trop choquant. Les policiers ont passé plusieurs jours à ratisser les environs de l'endroit où Sarah était soupçonnée d'être passée sur le chemin du retour. Finalement, son corps a été retrouvé à 80 km de là, enveloppé dans des sacs en plastique et jeté dans un étang proche du lieu du crime. Au cours du procès, Couzens serait resté assis, la tête baissée, jusqu'à ce que le père et la sœur de la victime lui demandent de les regarder en face, alors qu'ils lisaient les déclarations de leur victime. Après avoir assisté à la sentence, le commissaire de Scotland Yard s'est adressé au public et à la presse à l'extérieur du tribunal. Je suis absolument horrifié que cet homme ait utilisé sa position de confiance pour tromper et contraindre Sarah. Et je sais que vous l'êtes tous aussi. Je sais parfaitement que certaines personnes estiment que leur confiance en nous est ébranlée. Je reconnais que pour certaines personnes, un lien de confiance précieux a été endommagé. Je suis vraiment désolé. Le policier condamné a plaidé coupable, confirmant qu'il avait bien enlevé Sarah Evrard dans un véhicule loué, qu'il l'avait emmenée dans un bois isolé, qu'il l'avait violée, étranglée avec sa ceinture, puis qu'il avait mis le feu à son corps pour tenter d'en dissimuler les traces. Wayne Couzens a plaidé coupable pour l'enlèvement et le viol de Sarah Evrard, puis pour son meurtre. Le 30 septembre 2021, il a été condamné à une peine de prison à perpétuité pour le meurtre, assortie d'une mesure d'internement à vie, a déclaré M. Couzens, qui a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de Sarah Evrard. Aucune peine distincte n'a été prononcée pour le viol et l'enlèvement. Bienvenue au tribunal du comté de Georgetown, où Raymond Moody a été inculpé pour l'enlèvement brutal, le viol et le meurtre d'une adolescente pendant les vacances de printemps à Myrtle Beach. Raymond Moody a été arrêté 13 ans après le crime. Il a été accusé de meurtre au premier degré, d'inconduite sexuelle au premier degré et d'enlèvement de Brittany Drexel, 17 ans. Au cours du procès, un air solennel régnait dans la salle d'audience, alors qu'un mystère vieux de 13 ans était enfin résolu. Moody est apparu calme et plein de remords, alors que la procédure se poursuivait. En avril 2009, Brittany Drexel s'est rendue à Myrtle Beach pour profiter de ses vacances de printemps. Elle était loin de se douter que sa vie allait être écourtée par un homme qui se considère aujourd'hui comme un monstre. On a découvert plus tard que Raymond Moody avait kidnappé Brittany sur la plage et l'avait emmenée chez lui, dans le comté de Georgetown, où il l'avait violée, assassinée par strangulation et enterrée. Pendant 13 ans, la police et le FBI ont continué à chercher à savoir où se trouvait la jeune fille, tandis que la famille de Brittany pleurait la perte de leur précieuse fille, se demandant ce qui lui était arrivé. En fin de compte, une avancée majeure dans l'affaire survient rétrospectivement aux alentours de janvier 2011. Lors de l'une des campagnes médiatiques et publiques, il apparaît qu'un membre de la famille de M. Moody a contacté un de ses amis, qui a ensuite contacté les forces de l'ordre en leur disant « Vous devriez peut-être vous intéresser à un certain Raymond Moody qui vit dans la région de Georgetown.
Il a eu des démêlés avec la justice et a passé beaucoup de temps en Californie avant cela, et cela pourrait être quelque chose qu'il est capable de faire. C'est la première fois que le nom de M. Moody est apparu sur le radar des forces de l'ordre. En mai 2022, Moody a été arrêté pour obstruction à la justice. C'est à ce moment-là qu'il avoue à la police le crime qu'il a commis il y a 10 ans. Peu après, il a conduit la police à la maison de Georgetown où il avait enterré le corps de la jeune femme. Ses restes ont été déterrés et identifiés grâce à l'ADN et au dossier dentaire. Raymond Douglas Moody a commis à Georgetown, vers le 25 avril 2009, une agression sexuelle sur Brittany Drexel, alors que la victime était également victime d'une séquestration, d'un enlèvement, d'un volume, d'une extorsion, d'un cambriolage, d'une violation de domicile ou de tout autre délit similaire. Raymond Moody a, dans le comté de Georgetown, vers le 25 avril 2009, volontairement, criminellement et intentionnellement tué la victime, Brittany Drexel. Lorsque le père de la victime a été appelé à lire sa déclaration d'impact, on a pu voir Moody visiblement perturbé. Il a essayé de regarder dans sa direction, puis a détourné le regard, comme s'il avait peur de le faire. Monsieur Chad Drexel, le père adoptif de Brittany, a lu sa déclaration en larmes. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, je découvre la façon horrible, dégoûtante et insensée dont elle a été enlevée et assassinée. Chaque partie de mon être veut dire et faire quelque chose à ce sujet, mais mon cœur sait que je ne le ferai pas, et Brittany ne voudrait pas que j'aille en prison pour cela. Moody a gardé la tête baissée pendant tout le procès, la bougeant de temps en temps d'un côté à l'autre, comme s'il luttait contre ses émotions. Le frère de la victime a ensuite pris la parole à la barre. En grandissant, ma sœur était ma deuxième mère. Elle l'était, et elle représentait vraiment le monde pour moi. Aller à ses matchs de football, être là pour elle et être son petit frère, son bébé, c'était un rêve. Je dormais toujours dans sa chambre et j'étais protégé par elle. C'est quelqu'un qu'on aimerait vraiment avoir dans sa vie. Mais on me l'a enlevé. Lorsque la mère de Brittany s'est présentée à la barre, Moody s'est retourné rapidement pour la regarder 2 fois, puis s'est à nouveau détourné presque immédiatement. Il a ensuite été aidé par des béquilles pour se tenir debout et parler. J'étais un monstre. J'étais un monstre à l'époque. J'étais un monstre et j'ai pris la vie de Brittany Drexel. Je n'ai pas les mots pour exprimer l'horreur que je ressens et que j'ai ressentie depuis ce jour. Je suis vraiment désolé. C'est tout ce que j'ai à dire. Le juge rend rapidement son verdict après avoir écouté Raymond Moody s'exprimer. Vous avez renoncé au bonheur à long terme de beaucoup de gens pour votre plaisir immédiat, et les actes que vous avez commis sont horribles. Moody a été condamné à la prison à vie et à 30 ans de prison supplémentaire pour l'enlèvement et l'inconduite sexuelle criminelle. Nous sommes au palais de justice du comté de Hillsborough. Trevor Summers, père de 5 enfants, est jugé pour l'enlèvement et l'agression prolongée de son ex-femme. Trevor Summers a été accusé de plusieurs crimes, perpétrés contre ses propres enfants et son ex-femme. Il est accusé d'enlèvement, de 2 tentatives de meurtre, de 2 agressions sexuelles, de 4 négligences à l'égard d'enfants, de volume de voiture et de violation d'une ordonnance d'éloignement. Le 11 mars 2017, Arden Summers, le premier enfant de ses parents, attendait avec impatience une grande réunion de famille. Son père, Trevor, lui avait demandé son aide pour ce qu'il lui avait fait croire être une tentative de réconciliation avec son ex-femme et mère de ses enfants. En réalité, il s'agissait d'une couverture pour son sinistre projet. Pendant plus de 50 heures, il a agressé et torturé Aliza jusqu'à ce que les autorités lui viennent en aide. L'une des preuves retenues contre lui au tribunal était un enregistrement vidéo de Trevor le montrant en temps réel en train de parler de son crime alors qu'il tenait toujours Aliza en captivité. Il semble qu'il ait enregistré la vidéo pour ses enfants. Hier, j'ai réveillé Aliza, et depuis, je la retire contre son gré. Il est 11h20. Je l'ai attachée pour l'empêcher de contacter les autorités et pour me donner le temps de quitter la ville, de dire au revoir aux enfants et de partir. C'est ce que je prévois, ainsi que de lui laisser tout ce que j'ai. Maison, voiture, quelques fonds pour prendre soin des enfants. Contrairement à ce qu'il dit dans la vidéo, Trevor n'avait en fait aucune bonne intention à l'égard d'Aliza ou de leurs enfants. Aliza a révélé qu'après avoir pénétré dans leur maison, il l'a tirée de son sommeil, l'a ligotée et l'a agressée sexuellement à plusieurs reprises. Il a également tenté de la tuer à 2 reprises. La première fois, il l'a étouffée avec un oreiller, et la seconde, il l'a étranglée. Heureusement, elle a survécu. L'enregistrement vidéo le montrait constamment en train de regarder en arrière, et l'on pense qu'Aliza se trouvait dans la même pièce que lui, ligotée et bâillonnée. Il semblait également lui parler. Arden Summers ne se doutait pas que son père était capable de faire des choses aussi monstrueuses. À l'époque, il était une figure centrale de sa vie et quelqu'un qu'elle admirait. Elle se souvient qu'ils avaient de l'habitude de faire les courses, de sortir ensemble et de dîner ensemble. Aussi,
lorsqu'il lui a demandé de se rendre dans la maison où son ex-femme vivait avec quelques-uns des enfants, de laisser une fenêtre ouverte pour qu'il puisse y entrer et de l'alerter lorsque tout le monde dormait, elle n'a pas soupçonné d'acte criminel. Cependant, il semble qu'Alisa savait exactement de quoi son ex-mari était capable et avait peut-être essayé d'avertir ses enfants plus tôt. Ok, Arden, Landon, je dois vous donner quelques informations et je veux que vous soyez sûr de bien comprendre. J'ai été avec maman ces dernières heures et ce qu'elle vous a dit sur le fait que j'étais doué pour la manipulation, le contrôle et le mensonge est vrai. Trevor est resté calme et a regardé le juge en face pendant le procès. Il n'a pas semblé éprouver de remords pour ses actes criminels. Son fils, Landon, qui avait 3 ans au moment des faits, est venu à la barre pour faire une déclaration. Retour en arrière. J'avais 3 ans et je pensais que mon père ne pouvait pas me faire de mal. J'étais effrayée et inquiète, sachant que j'étais laissée seule à la maison. Je me demande quel père avait ce caractère et cet esprit, laissant un enfant de 3 ans derrière lui, tout en essayant de kidnapper sa mère. C'est à cause de la peur de ce garçon de 3 ans de se réveiller en découvrant qu'il était laissé seul dans la maison qu'Arden, qui n'avait que 14 ans à l'époque et n'avait conduit une voiture que dans les limites d'un garage, a accepté de conduire plusieurs kilomètres pour rentrer chez elle dans l'obscurité avec ses 3 frères et sœurs dans la voiture lorsque son père, Trevor Summers, lui a demandé de le faire. Elle a également expliqué à la barre à quel point la trahison de son père avait affecté sa vie. J'avais 14 ans lorsqu'il m'a finalement trahi. L'homme dont je pensais qu'il ne pouvait pas faire de mal et que j'admirais a brisé quelque chose qui ne sera jamais réparé ou oublié. Aujourd'hui, je suis encore aux prises avec les conséquences de vos actes. Pendant 5 ans et demi, j'ai lutté avec ce qui s'est passé dans ma famille, en particulier pour le rôle que j'y ai joué. Dans la nuit du 11 mars 2017, je t'ai laissé entrer dans la maison de ma mère par la fenêtre d'une chambre. Je vivrai à jamais avec la culpabilité de ce que tu as fait, même si je sais que je ne pouvais pas savoir ce qui allait se passer. Trevor Summers est resté calmement assis et a regardé droit devant lui avec un visage presque souriant, presque inexpressif, pendant que ses enfants et son ex-femme parlaient de l'impact de son crime sur leur vie. Lorsqu'on lui a demandé de s'exprimer, voici ce qu'il a dit. « J'apprécie l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer, mais je ne peux pas en dire trop sur l'affaire en ce qui concerne les problèmes de santé potentiels d'une personne, mais je peux dire du fond du cœur que j'aurais certainement rectifié le tir plus tôt si j'avais eu la possibilité de le faire. Les témoignages et les preuves que j'ai entendues font clairement de vous un monstre dans tous les sens du terme, et par conséquent, je m'excuse tout d'abord auprès des victimes de ne pas pouvoir réparer le mal, la douleur que ce défendeur vous a causée. Trevor Summers a été condamné à 3 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ainsi qu'à 244 ans de prison supplémentaire pour ses crimes.